Honourable Mayotte. Merci, Monsieur le Président. Avant d'aller dans la lecture de mon discours, permettez-moi d'ouvrir deux petites parenthèses. Je n'ai pu m'empêcher d'aller jeter un petit coup d'œil dans le dictionnaire, le petit Larousse, pour comprendre la définition de deux termes. D'abord, la définition du terme pessimiste, parce que depuis que nous sommes là à écouter les discours, eh bien, c'est surtout ce sentiment qui se dégage dans la partie adverse et bien sûr, on doit comprendre les raisons. Alors, pessimiste, le terme pessimiste est défini comme une doctrine qui soutient soit que tout est mal, soit que la somme des maux l'emporte sur celle des biens. Le pessimiste est une personne qui a tendance à considérer et entrevoir une suite factueuse à tout événement, toute situation, et qui en attend donc le pire. Et je poursuis avec cette petite définition du terme butin que nous avons entendu aussi tout à l'heure, surtout pour ceux qui nous écoutent. Alors, le terme butin, c'est ce qu'on prend à l'ennemi, produit d'un vol et qui est normalement dissimulé dans un coffre-fort. Monsieur le Président, merci de me permettre de prendre la parole aujourd'hui et de vous parler de mes sentiments sur le budget 2020-2021. Cela fait aujourd'hui 7 mois, jour pour jour, que le peuple mauricien a confié son avenir entre les mains de l'Alliance mauricienne. Le discours-programme post-électoral annonçait effectivement une île Maurice en chantier, des projets de développement pour une île Maurice meilleure. Et personne, je dis bien personne, ne savait alors qu'une pandémie nous guettait. La Covid-19 a mis le monde à genoux en portant sur son passage des centaines de milliers de victimes et secouant de manière violente l'économie mondiale. Nous sommes d'ailleurs toujours en état de guerre. Cette pandémie nous a fait prendre conscience de beaucoup de choses. De nouvelles habitudes ont été prises et des manques se sont fait ressentir. Il y a certainement des leçons à tirer pour les appliquer à l'avenir. Nous retenons parmi le fort ralentissement des échanges et l'arrêt de secteurs industriels et commerciaux qui ont eu des conséquences majeures sur le niveau de consommation des ménages. Le traumatisme social causé par le fait d'être enfermé chez soi. La peur de manquer d'argent pour nourrir nos enfants. Nos cœurs ont été mis en attente alors que nous décidions de ce qui doit être fait maintenant et aujourd'hui. Aussi mauvais que ce soit pour nous maintenant, permettez-moi, Monsieur le Président, de vous ramener à 7 décennies de cela, où un juif, dans un camp de concentration à Auschwitz, en Pologne, était entre la vie et la mort. Il était psychiatre, son nom, Viktor Frankl. En observant ceux qui étaient décédés et ceux qui avaient survécu, il fit l'observation que ceux qui ont survécu, leur survie ne dépendait pas de leur force ou leur faiblesse physique, mais sur la force de leur objectif de vie. Son livre « Man's Search for Meaning » nous décrit comment il a découvert cet aspect fondamental du caractère et de la condition humaine. Lorsque nous nous concentrons sur le pourquoi de la vie, nous pouvons déterminer le comment de la vie. L'homme, selon lui, peut conserver un vestige de liberté mentale ou d'indépendance d'esprit, même dans des conditions terribles de stress psychique et physique.
Monsieur le Président, je pense que nous sommes tous conscients des faits psychologiques subis par tout un chacun pendant cette période de confinement. Une période où nous nous retrouvions dans l'obligation de faire une pause, un arrêt obligatoire, qui nous a laissés dans nos réflexions. Cette période nous a permis de faire une introspection et pour certains d'entre nous, de se rendre compte de la vie que nous menions avant. Une prise de conscience qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, qu'est-ce que nous voulons ou ne voulons pas, et surtout en quoi nous croyons. À quoi est-ce que l'on s'accroche aujourd'hui pour voir un meilleur lendemain, une fois sorti de ce confinement? C'est ça, la nouvelle normalité. Monsieur le Président, mon vécu me permet de comprendre cette rage de vouloir sortir de la misère, de pouvoir manger à sa faim, d'avoir un toit, de se sentir en sécurité. Et je pense que nous tous ici dans cette assemblée, nous rêvons d'une île Maurice où chaque famille aurait un toit, un salaire minimum, le droit à l'éducation, à la santé, une chance égale. Le ministre des Finances, l'honorable Renganaden Padiachi, a prononcé un discours budget dans un contexte exceptionnel. Je dis bien dans un contexte exceptionnel. La situation actuelle liée à la Covid-19 a eu un impact profond sur tous les types d'entreprises. Les conséquences de la pandémie sont encore pires pour l'économie mondiale que celles qui ont suivi la grande crise financière de 2007-2008. Le confinement drastique qui a provoqué la fermeture ou la réduction des activités d'un certain nombre de grandes entreprises manufacturières, de commerce, de détail et surtout du tourisme a terriblement ralenti l'économie de notre pays. Si cette crise n'était que sanitaire au début, elle nous dévoile aujourd'hui ses conséquences qui sont entre autres sociales, économiques, culturelles, même politiques. Il ne serait pas exagéré de considérer cette crise comme l'une des plus dramatiques pour l'économie mondiale suite aux décisions prises par la majorité, je dis bien la majorité des gouvernements de la planète. D'un point de vue général, on s'attendait tous à ce que la vie soit plus dure après la Covid. Un budget, c'est un scintille. Je remercie le ministre des Finances, car l'essentiel a pu être préservé. L'écart social rétabli, l'économie reconstruite, afin d'assurer ensemble un développement inclusif, robuste et durable. Le ministre des Finances revient à l'essentiel en investissant dans l'agriculture. Nous avons trop longtemps cru en une industrialisation mondiale et dans des produits venant de l'étranger. Aujourd'hui, nous sommes encouragés à produire et à consommer local. Grâce à la mise en place du National Agri-Food Development Programme, qui, assurera notre sécurité alimentaire et réduira notre dépendance vis-à-vis des importations. Pour ce qui est des logements, 12 milliards seront alloués pour la construction de 12 000 logements sociaux à travers le pays. Pour les foyers dont le revenu mensuel ne dépasse pas 10 000 roupies, le gouvernement construira 1 800 appartements et subventionnera 80% du coût de ces appartements. Allons dire par exemple qu'un appartement coûte 1 million de roupies, le gouvernement va contribuer 80%,
donc 800 000 roupies. Et le bénéficiaire va payer 200 000 roupies sur une période pouvant aller jusqu'à 35 ans. Pour ceux dont le revenu mensuel se trouve entre 10 000 et 30 000 roupies, 5 200 appartements seront construits et subventionnés à la hauteur de 67% du coût de l'appartement. À savoir, bien sûr, que ces familles auront la possibilité de rembourser le montant restant sur une base mensuelle pendant une période pouvant aller jusqu'à 35 ans également. Il est bon de souligner, Monsieur le Président, que le ministre des Finances a annoncé que tous ces logements seront construits en recourant au maximum aux énergies renouvelables. Ceci dans le but de répondre aux besoins des familles les plus vulnérables ainsi qu'à ceux des familles à faibles et moyens revenus. Pendant le confinement, la MRA a enregistré un nombre significatif d'artisans, de plombiers, de maçons, entre autres. Et dans le budget du ministre des Finances, il y a effectivement une volonté de promouvoir la main-d'œuvre mauricienne, notamment en stimulant la construction. Il va sans dire que ces projets immobiliers généreront de l'emploi. En parlant d'emploi, Monsieur le Président, je constate que ce budget démontre une volonté d'encourager les petites et moyennes entreprises en prévoyant une somme de 10 milliards de roupies pour soutenir les PME et les coopératives en difficulté. Ceci est un exemple parmi tant d'autres. Et avec le centre de loisirs qui ouvrira ses portes du côté de Riambelles, il est évident que certaines personnes de la région pourraient également y trouver du travail. Monsieur le Président, je souhaiterais personnellement remercier le ministre des Finances d'avoir accédé à la demande du ministre des Collectivités locales pour tous les développements qui seront apportés dans ma circonscription, la circonscription numéro 14, telles que la construction de nouvelles foires à Chemin-Grenier et Bambou, la construction d'un marché intégré, d'un gymnase et des équipements sportifs à bassin 4 bornes. Et, Monsieur le Président, les habitants de la circonscription, nous le savons tous, souffrent depuis de nombreuses années de problèmes d'eau. Je tiens donc à dire merci au ministre des Finances pour la réhabilitation du réservoir de la ferme qui soulagera bon nombre d'habitants faisant face aux problèmes de fourniture d'eau au quotidien. À cette mesure s'ajoute le forage de puits supplémentaires à Valriche et Saint-Martin, aussi bien que l'installation de stations d'épuration mobiles à Beaussonge. Aujourd'hui, nous sommes contents de savoir que 12 500 ménages bénéficieront du Water Tank Grant Scheme à travers l'île et bien sûr, les habitants de la circonscription 14 pourront également en profiter. Pendant cette période de crise, Monsieur le Président, les ONG ont joué un rôle important et contribué énormément en assistant aussi, comme nous, les personnes les plus vulnérables dans les différentes régions de l'île. Je voudrais profiter d'ailleurs de cette occasion pour leur dire un grand merci pour leur soutien. Ces organismes méritent une attention particulière car leur volonté de soutenir des causes, notamment les problèmes de la communauté, est extrêmement louable. Je salue l'effort du ministre des Finances et du gouvernement pour l'enveloppe de 700 millions de roupies accordée pour soutenir les ONG et à mettre en œuvre les projets et programmes approuvés par la National Social Inclusion Foundation. Allons croire que ce n'est pas la fin, que l'histoire ne s'arrête pas là, que la vie ne s'arrête pas là. Le pouvoir de l'espoir en cette période de défi vient de notre peuple dont la vie a été protégée par les nombreuses mesures prises par ce gouvernement, notamment la fermeture de notre territoire,
le couvre-feu sanitaire, les centres de quarantaine, parmi les principales mesures, et maintenant par les décisions audacieuses et les dispositions prises dans ce budget pour assurer notre subsistance. Lorsque nous sommes au centre de la tempête, il est difficile de savoir ce qui vient, d'où elle vient et ce qui va suivre. Mais l'espoir génère la confiance mutuelle entre le gouvernement et son peuple, aujourd'hui et demain. Les gens se tournent vers son gouvernement, et c'est normal. Ils sont confus, ils ont peur, parfois désorientés quant à ce qu'ils devraient faire, mais surtout bouleversés, car ils ne peuvent pas voir plus loin qu'aujourd'hui. Ce budget est le budget du peuple. Hormis la préservation de ce que nous avons acquis au fil des années, rien n'a été laissé au hasard. Le ministre des Finances a fait en sorte que tous les domaines essentiels à une bonne qualité de vie soient pris en compte. Quel que soit notre rôle ou notre vocation, ou où nous en sommes dans la propagation de la pandémie, il y a un début et une fin pour chacun de nous. Que ce soit le gouvernement, la famille, les ONG, la religion, les écoles, les usines et les entreprises. Après que la catastrophe sera épuisée ou que le monde aura développé une immunité contre le virus, il y aura une suite, une époque future dans laquelle la dévastation devra être résolue et traitée. Pour vous dire que la lutte contre la pauvreté est l'affaire de toute la société. Je termine mon discours, Monsieur le Président, par cette esquisse de 4 étapes d'une crise. Pause et pivot, préparer et planifier, engager et exécuter, récupérer et réémerger. Dans le tourbillon de cette crise, alors que nous luttons avec ce qui doit être fait et comment nous pouvons le faire, l'espoir écrit ceci à nos portes. Tout n'est pas perdu, la vie continue. Faire une pause signifie ouvrir les portes des opportunités, avoir le temps de repenser la nouvelle normalité après cette situation sans précédent. Pivoter, c'est passer d'un cœur de peur à un cœur d'espoir. La crise n'est pas comme une maladie dont on ne peut sortir. Elle est comme une sorte de nouvelle naissance, comme le dit si bien Paul Mauroy. Donc, au lieu d'être coincés, pris dans les phares, pivotons dans ce que nous savons être nécessaire. Écrit à travers ce budget un mot de 4 lettres, plan. Nous pourrions penser à l'espoir comme un sentiment flou ou des lunettes de soleil que nous utilisons pour filtrer nos problèmes et nous protéger de ce qui est. Mais ce n'est pas. Nous sommes appelés à aller de l'avant. C'est la préparation et la planification. Ce gouvernement fait cela en collaboration avec sa population et les intervenants. L'espoir nous permet de voir plus que le problème. L'acte de volonté nous déplace de notre position actuelle vers un engagement à trouver des solutions. Et la 4e phase consiste à récupérer et à réémerger. Cette crise ne durera pas éternellement. Il reviendra un moment où d'autres questions appelleront notre attention. En tant que personne, peu importe où nous sommes, nous voudrions sortir de cette période difficile et entrer dans notre nouvelle normalité et son avenir. Alors je dis oui, Monsieur le Président. Ensemble, nous le pouvons. Merci pour votre attention.